Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous accueillons un binôme qui a fait un début de saison tonitruant sur le circuit Mini, vainqueur coup sur coup de la Plastimo Lorient Mini 650 et de la Select Pornichet 650. Leur petit proto-volant a écrasé la concurrence sur les deux premières épreuves du calendrier. Ingénieur, passionné, bosseur, déterminé, ce navigateur et cette navigatrice forment à coup sûr un duo gagnant sur l'eau, mais sont aussi à la vie, un couple au bonheur tout simplement communicatif et à l'énergie débordante. Ambitieux, ils ont su concrétiser leurs rêves et mettre au point un bateau ultra performant et innovant. Imaginez avec l'architecte Sam Manoir, ce petit bijou de technologie est aujourd'hui un cran au-dessus de la concurrence. Ils le mènent ensemble ou tour à tour en solo, selon les objectifs et selon la saison. Aujourd'hui, ils viennent nous raconter leur bonheur d'être aux commandes de ce bolide de 6,50 m, Nicomatic petit bateau. Caroline Boule et Benoît Marie sont avec nous. Bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup de nous accueillir ce soir. Alors vous venez, on l'a dit, d'écraser la concurrence sur ce début de saison. Ça va plutôt pas mal, j'ai envie de dire, ça pourrait difficilement aller mieux. Vous avez la banane. Oui, effectivement, c'est toujours sympa de remporter les courses, surtout après autant de travail. Écraser la concurrence, je ne sais pas, la concurrence est quand même bien au rendez-vous. On s'est entraîné tout l'hiver avec un groupe qui est quand même assez solide. Ils ne sont pas mauvais du tout. Donc oui, il y a eu effectivement des gros écarts à l'arrivée. Mais bon... On ne prend pas la grosse tête. Non, on ne prend pas la grosse tête. Il faut continuer à travailler la ligne d'arrivée. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas coupée, il faut continuer. Alors vous restez humble, mais quand même Caroline, on va revoir d'ailleurs les images de cette Plastimo Lorient Mini, où vous avez quand même un petit peu survolé les débats. Est-ce que vous imaginiez être quand même si nettement au-dessus de vos adversaires, ou est-ce que c'était les conditions qui étaient propices ? Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus pour essayer de s'améliorer coup à coup. Et effectivement, les dernières années, les écarts étaient plus faibles parce que le bateau n'était pas encore développé. Donc, on a beaucoup travaillé cet hiver sur les difficultés techniques qu'on avait l'année dernière. On l'a fiabilisé. Et puis surtout, on a commencé à s'entraîner cette année. Et c'est ça, je pense, qui fait la vraie différence. C'est que les années précédentes, on n'avait pas beaucoup de temps parce que le bateau cassait tout le temps. On voit qui vole ce bateau. Alors Benoît, dans la foulée, tu as conservé en solo cette fois ton titre sur la Pornichet Select 650. C'est vraiment un début de saison en fanfare. On sent qu'il y a du boulot quand même derrière, mais on a l'impression là comme ça que plus rien ne peut vous arrêter cette saison. C'est difficile de lire l'avenir, on fait tout pour, c'est sûr. On a commencé ce projet avec cette idée qu'un bateau volant, si on arrivait à le maîtriser, serait un cran au-dessus de la concurrence. Je pense qu'aujourd'hui, on dispose de l'outil pour gagner et on commence à le prouver. Pour autant, voilà, un bateau qui vole, ça veut dire des efforts importants, ça veut dire une fiabilisation longue et pénible parfois, il faut quand même le dire. Et ce qu'il faut, l'objectif quand même de la saison, c'est la Mini Transat. C'est une course qui est beaucoup plus longue qu'une Plastimo Lorient Mini ou une Select, donc il ne faut pas se tromper d'objectif. Et d'ailleurs, après cette course, on a quand même dû reconstruire le tableau arrière parce qu'on commence à tirer dessus, aller un peu plus vite. Et donc, c'est aussi ça que la réalité. Alors ce proto à foil, il a été lancé en mai 2022, un vendredi 13. Vous n'êtes pas superstitieux, mais vous aviez une super marraine, Sam Davis. C'est la 4e saison que vous naviguez dessus, donc il semble aujourd'hui arriver à maturité, mais c'est au prix de nombreux efforts pour aller chercher ces performances. Est-ce que vous avez aussi douté parfois, Caroline ? Non, je pense qu'on est tous les deux très passionnés et puis on était persuadés que le foil, c'était l'avenir. Donc, dans les moments difficiles, c'est aussi ça la force du projet, on était deux. Donc, s'il y en a un qui doutait légèrement ou qui se remettait un peu à question, il y avait l'autre pour le remettre sur les rails. Donc, ça, c'était vraiment bien, mais c'est sûr qu'on a eu beaucoup de moments difficiles. Mais on a la chance d'être hyper bien entourés, que ce soit par tous les bénévoles qui sont hyper passionnés, eux aussi, qui nous suivent dedans, ou par nos partenaires financiers et techniques. Donc, grâce à toutes ces personnes, on a pu rester confiants. Alors vous maîtrisez aujourd'hui cette machine qu'il a fallu découvrir, mettre au point avec beaucoup de patience et de passion. Et on va revenir quand même sur le début. Caroline, tu avais eu l'honneur de commencer une semaine après la mise à l'eau avec une course au départ de Douarnenez. C'était chaud. Ouais, c'était ta 3e naf, je crois, sur le bateau, ta première course en solo. Ça, c'est franchement le genre de baptême dont on se souvient à vie.
Ça, c'est sûr que j'étais terrorisée. J'avais pleuré, je me souviens, avant le départ. Ça faisait vraiment peur. C'était hyper impressionnant. Je me souvian passer le Ratsin, il fallait que j'empanne dans le Ratsin. Et j'avais jamais navigué en solo même sur ce bateau, pas juste en course. Donc je me suis posé la question à ce moment-là, mince, je suis dans le courant, il y a 15 nœuds de vent, comment on fait pour empanner un bateau avec 3 voiles? Oui. Stress level maxi. Et alors ensuite, sans avoir non plus une grande expérience en navigation hauturière, tu as enchaîné avec donc la Mini Transat cette année-là. Ça a été aussi un vrai baptême du feu. Tu as terminé 16e. Tu as eu des galères de pilote. Tu as beaucoup pris l'eau aussi parce que le bateau n'était pas complètement étanche. On va réécouter un extrait qui montre à la fois ton bonheur d'être sur une machine assez dingue comme celle-ci, mais pas encore tout à fait au point. Voilà, aujourd'hui c'est une journée de rêve. Vingtaine de nœuds, ça vole. C'est vraiment hyper agréable avec un grand soleil en plus. Le seul négatif, c'est que je suis trempée de chez trempée depuis 10 jours maintenant. Et du coup, j'ai plein de cicatrices à cause de ça. Ça s'empire. J'ai mal partout, j'arrive plus à m'asseoir, ni même à m'allonger. En gros, tout ce qui est en contact avec le bateau et l'eau, c'est dans un état pas possible. Et du coup, je suis en douleur. Sinon, c'est le bateau le plus mouillé du monde, je crois. On n'a jamais inventé une chose pareille. Alors, Caroline, il y avait la satisfaction d'avoir traversé l'Atlantique. C'était quand même bien de l'avoir mené de l'autre côté. Et puis, tu n'étais pas satisfaite complètement de ta performance. Cette Mini Transat t'avait laissé un goût mitigé. Est-ce que tu avais eu le sentiment aussi d'avoir essuyé les plâtres avec un bateau quand même assez complexe? Oui, complètement. C'est exactement ce que tu dis. J'étais très très heureuse d'avoir réussi à traverser l'Atlantique. C'était ma deuxième traversée de l'Atlantique et la première en solitaire. Donc pour moi c'était énorme. Mais je suis une compétitrice dans l'âme, donc j'avais envie de faire mieux. Et c'est pour ça que j'ai réussi à enchaîner sur une 3e saison. Voilà, c'était 16e que tu avais terminé cette Mini Transat. Alors Benoît, tu vas reprendre la barre cette année en solo avec cet objectif que tu as évoqué, la Mini Transat, une course sur laquelle tu vas aller chercher un doublé, puisqu'on rappelle que tu l'avais remporté en 2013. Ça ne nous rajeunit pas, on va revoir ces images. 12 ans après, tu y retournes avec, j'imagine, le même objectif de victoire, mais forcément un bateau très très différent aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, à l'époque, ce bateau, il avait 7 ans. C'était un bateau magique qui avait déjà remporté la course 4 ans auparavant, qui avait gagné même la première étape 6 ans auparavant. Donc, c'est un super bateau. Mais effectivement, c'était ma toute première traversée de l'Atlantique. C'était ma première expérience au large. C'était la Transat de la Fougue et ça m'a réussi. Là, avec beaucoup plus de 1000 au compteur, 12 ans plus tard, un bateau que j'ai conçu. J'ai toujours dit à l'arrivée que j'y retournerais sur un bateau que j'ai conçu. Et là, c'est le cas. Et on ne peut pas rêver mieux que de refaire une transat sur ce bateau magique qui porte un numéro qui fait un clin d'œil à ce bateau-là d'ailleurs, puisqu'on l'a choisi le numéro 1067 en référence au 667. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images là, de la Mini 2013 Ça me fait toujours des frissons, effectivement. En fait, ce qui était incroyable, et c'est ce qui est permis dans la Mini, c'est qu'en fait, on n'a aucune communication. Et en fait, j'ai découvert pendant ces images, quand elles ont été tournées, que j'étais en tête de la course. Alors, je savais que j'étais dans le trio de tête, mais je m'étais refusé à penser que je pouvais être en tête. C'est vraiment la magie de cette course. Explosion de joie. Comprendre qu'on est vainqueur au moment où on arrive. Exactement. C'est énorme, oui. Et toi, du coup, Caroline, Benoît était à tes côtés pour cette Mini Transat. Comment tu vas l'épauler dans cette nouvelle quête d'une victoire ? Du coup, cette année, on inverse les rôles. Donc, je fais tout ce qui est à terre. Donc, il y a quand même beaucoup de travail à terre pour pouvoir en arriver là. Donc, je m'occupe de toute la logistique, toute la gestion des partenaires, parce que pour faire fonctionner un projet, il faut avoir des partenaires, sinon c'est pas possible pour avoir un projet performant. Et donc nous, on passe beaucoup de temps à faire en sorte qu'il soit heureux, en tout cas de faire de notre mieux. Donc je m'occupe de tout ça et puis faire en sorte que le bateau soit toujours prêt. Donc chacun notre tour, on peut en profiter sur l'eau. Avec, j'imagine, des entraînements aussi dès que possible pour continuer à progresser ensemble, à naviguer un maximum ensemble et faire des retours d'expérience sur l'eau. Exactement, en fait, j'ai plus de 1000 aujourd'hui sur ce bateau que Benoît, donc les rôles se sont un peu inversés parce qu'il était mon coach pendant 3 ans, il avait beaucoup plus d'expérience que moi, et cette année, j'ai pu quand même lui donner les quelques petites choses que moi j'avais vues. Clés, oui. Exactement, et donc c'est assez agréable, on navigue ensemble ou à tour de rôle, et puis on voit des choses différentes et on partage. Alors Benoît, un foiler n'a encore jamais gagné cette Mini Transat. Le risque de casse, il est réel avec aussi les foils. Donc il est plus important, disons, que sur les IMOCA ou les classes 40. Mener à fond un bateau justement de ce type à l'échelle d'une transatlantique, c'est un vrai défi technologique.
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est la vraie différence entre le série et le proto. Déjà de base, c'est que le série, il est globalement incassable. Le proto, il est cassable, donc il faut savoir doser. Et c'est ce qui rend l'exercice plus complexe. Sur un foiler, c'est encore plus exacerbé, cette différence. Et il faut savoir freiner. Et sur ce bateau, on passe notre vie à appuyer sur le frein, à ne pas aller trop vite. Et il faut être à l'écoute de son bateau. Je pense que c'est un bateau qui nécessite un niveau d'expertise vraiment élevé pour arriver de l'autre côté en un seul morceau. Quand tu dis appuyer sur le frein, ça veut dire que les vitesses de pointe sont de combien, par exemple? Pendant la dernière course, je l'ai monté à 27 nœuds 8. Donc voilà, le bateau, on a dépassé les 31 nœuds. On a fait plus de 30 nœuds sous pilote. Voilà, sur le convoyage retour, on a fait 29 nœuds 7. Enfin voilà, en gros, on dépasse les 20 nœuds à toutes les sorties. Et puis 25, c'est assez courant. 28, 30, faut quand même aller les chercher, mais on les a quand même régulièrement. C'est assez vertigineux, hein, avec un record, hein, Caroline, record des 24 heures, 322 070 parcourus. On a calculé, ça fait à peu près 13 nœuds 5 de moyenne, un peu plus de 24 km/h de moyenne. Forcément, c'est du stress de gérer ça à haute vitesse, mais il y a eu cet énorme travail sur les pilotes qui est crucial et primordial et qui vous permet d'être à ce niveau-là aujourd'hui, hein. Complètement. En fait, sans le pilote, le marin au large, il est rien. Parce qu'on ne peut pas barrer tout le temps. On est obligé de se reposer, de manger, de dormir. Et c'est un gros travail qu'on fait depuis 3 ans. Et je pense qu'on a franchi une énorme étape l'année dernière grâce au pilote Madintech qui en fait, est spécialisé dans les bateaux à foil. Et donc, on a commencé à travailler avec eux. Et cette année, à chaque sortie, on fait de l'analyse de performance, de l'analyse de données. Et on travaille main en main avec eux pour rendre ce bateau 100% volant et essayer d'aller aussi vite sous pilote qu'en barrant. C'est là-dessus, Benoît, que vous faites vraiment la différence? C'est, je pense, un des sujets... en fait, tout est important sur ce bateau. Il faut qu'on ait les bonnes voiles, il faut qu'on ait les bons foils, il faut savoir les utiliser. Oui, vous avez changé un petit peu vos voiles, d'ailleurs, cette année. Oui, tout à fait. Les voiles sont plus grandes. On s'est aperçu, au dépend de Caroline sur la SAS, où elle s'est fait doubler alors qu'il y avait peu de vent, voilà, que le bateau avait un petit défaut de performance. Garde-robe dans le petit temps. Voilà, dans le petit temps. Donc, on a fait des voiles plus grandes cette année. Mais effectivement, je pense que ce bateau-là, comme souvent en course au large, mais c'est un mix de plein de technologies, de décisions, de petites choses qui font qu'au final, la performance est un tout. Et oui, le pilote est une clé de la réussite, ça c'est certain. Mais par contre, les minis sont quand même des bateaux assez légers et ces foils qui vous permettent de voler, ils rajoutent du poids. C'est une équation qui est quand même pas facile à résoudre, Benoît, non? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est que la coque, elle fait moins de 180 kg. Donc on l'a portée à 8 ou 10 personnes. Oui. C'est très léger. Le bateau, il fait autour de 800 kg. Rajouter des foils, ça veut dire rajouter entre 50 et 100 kg. En fonction du bateau, c'est pas négligeable. Ça veut dire que dans un vent faible, on est vraiment pénalisé. Et donc l'équation, elle n'est pas facile à résoudre. Donc il faut arriver à faire un bateau très léger, mais qui ne casse pas, puisque les efforts qui sont vus par certaines pièces sont multipliés par 4 parfois. Quel était le poids, par exemple, de ton bateau il y a 12 ans Si je me souviens bien, il était à 765 kg en condition de jauge. Voilà. Aujourd'hui, on est, je pense, entre 40 et 60 kg plus lourd. Ça reste acceptable. Oui, c'est bien. Alors quand les SCO sont arrivés dans cette classe mini, ils ont monopolisé les victoires. On a l'impression aujourd'hui que l'avenir s'inscrit forcément en foiler. Ça induit forcément des coûts élevés. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur le coût que représente un proto comme le vôtre et puis comment vous le financez, comment vous êtes organisé sur ce plan-là? Oui, donc nous, on a commencé avec Nicomatic en 2021, ce projet. Et donc, ils ont financé la construction du bateau. Donc, effectivement, plus le bateau est complexe, comme dans toutes les classes, plus il coûte cher et à la construction et à l'entretien et surtout au développement. Et donc, un proto classique aujourd'hui, neuf, coûte environ 350 000 €. Un proto à foil, il faut rajouter entre 50 et 100 000 € par-dessus, sachant que nous, on a eu vraiment beaucoup de deals, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de partenaires techniques qui nous ont fait des produits à prix coûtant ou offerts. Donc, ça nous a permis de vraiment baisser les prix. Mais pour quelqu'un qui n'a pas du tout de partenaire, ça peut aller facilement au-dessus des 500 ou 600 000, je pense. Et puis, vous avez votre expertise d'ingénieur qui fait aussi que vous passez beaucoup d'heures au développement et ça vous permet aussi de ne pas avoir à financer ça en prenant quelqu'un d'autre de l'extérieur. Exactement, donc il y a beaucoup de coûts qu'on n'a jamais comptés. En fait, nos heures, elles n'ont pas été comptées dans ce budget-là. Et puis surtout, c'était un peu le budget qui nous a permis de sortir un bateau, mais pas un bateau fonctionnant. Parce qu'ensuite, on a rajouté 3 ans de développement qu'on a fait
nous-mêmes, donc qu'on n'a pas comptabilisé dans ces heures, qui aurait coûté très cher autrement. Et donc c'est un peu la difficulté de donner un chiffre sur un budget, c'est que ça dépend vraiment de ce qu'on compte ou ce qu'on compte pas. Alors on va parler de vos profils qui sont atypiques, en tout cas pas du tout classiques. Benoît, tu as fait du kata classe A, tu as fait du motafoil, tu as fait même de l'ultime aussi, tu as fait The Bridge sur le bateau, le trimaran massif en 2017, et tu as fait aussi de la navigation sur glace. On a retrouvé des images à l'époque tournées pour les réseaux sociaux. Le moins qu'on puisse dire que c'est tu es un marin éclectique, multi-support, mais c'est ce qui te nourrit, j'ai envie de dire. Ce serait l'enfer d'être enfermé dans une case sur un seul support. Ah ouais, là, complet. Non, mais c'est vrai. Alors, moi, ce que j'aime, c'est la nouveauté, la découverte. Ce que j'aime, c'est progresser, c'est l'apprentissage. Moi, je me nourris de ça, j'ai besoin de ça. C'est pour ça que j'ai toujours fait une partie d'ingénierie, alors que je faisais de la course à côté. Et que aujourd'hui, voilà, le bureau d'études, je m'éclate à faire des bateaux exceptionnels en même temps que la navigation sur notre mini à foil. Et naviguer sur la glace, ça permet de comprendre typiquement comment se comporte un bateau qui va 5 fois la vitesse du vent. Et ça, c'est vachement important pour faire décoller un bateau à foil qui peut aller jusqu'à plus de 2 fois la vitesse du vent. Notre mini, il va jusqu'à 2 fois la vitesse du vent dans certaines conditions. Donc, c'est vachement important en fait pour connaître et s'améliorer. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de vraiment progresser en classe A et en motte, là où j'ai fait quand même des très bons résultats. Je pense que le bateau sur glace n'y est pas pour rien. Alors Caroline, toi tu es franco-polonaise, tu as fait des études d'ingénieur à Londres avant de te lancer dans une thèse de physique fondamentale à Polytechnique où tu avais plusieurs années de voile légère, tu étais passionné, mais qu'est-ce qui t'a conduit à la course au large? Voilà, c'est simple. C'est moi. C'est Benoît, voilà. Toute humilité. Il n'a pas entièrement tort, parce que du coup, quand j'ai rencontré Benoît en mot à foil, mot international, il n'arrêtait pas de parler de mini. Donc à un moment, ça devient contagieux. Voilà. Il t'a inoculé le virus, mais tu faisais aussi du motafoil. Tu étais. Oui. Exactement. En fait, moi, Ton ce qui me parcours. plaisait vraiment, c'était les foils. Et j'avais envie de naviguer sur des foils, je dirais presque peu importe le support. J'avais envie d'aller vite et d'innover. Et c'est pour ça que je suis montée sur ce support-là. Et puis Benoît n'arrêtait pas de parler de mini. Et on a eu la chance de rencontrer notre premier partenaire. Donc on s'est dit, tous ensemble, pourquoi pas lancer un mini à foil, un autre, essayer de rendre le projet. Oui, c'était une démarche carrément novatrice. Alors Benoît, on va revenir à cet objectif de Mini Transat. Si jamais tu arrives à la remporter pour la 2e fois, ce qu'on souhaite, comment tu envisages la suite? Parce qu'on a dit que tu étais éclectique, mais tu aimerais naviguer sur de plus gros bateaux. Est-ce que par exemple tu es tenté par le Vendée Globe là, qui vient de se terminer, qui a fait rêver tant de monde? Bien sûr, le Vendée Globe, ça reste un des grâles du marin. Nous, à Lorient, on est bercés par le Vendée Globe jour et nuit. Nos voisins de ponton sont tous les IMOCA. Je crois qu'il y a 25 projets à Lorient. Pour autant, ce qui nous définit, je pense, beaucoup avec Caroline, c'est vraiment l'innovation. Et on a envie de continuer là-dessus. C'est ce qu'on sait faire bien, je pense. Et donc, les étapes à franchir jusqu'à un éventuel Vendée Globe, il y a plein d'étapes intéressantes aussi. Donc, on ne se focalise pas uniquement là-dessus. Et c'est au fil de l'eau, en fonction des opportunités qui se présenteront, qu'on va forger notre avenir. En tout cas, c'est sûr qu'on pense au fil de l'eau et des opportunités. Là, c'est un peu la période du mercato. Il y avait pas mal de bateaux à vendre. Est-ce que, par exemple, vous avez regardé un peu? Bien sûr, non, mais en fait, Parce que c'est un rêve commun aussi. Bien sûr. Caroline en rêve aussi. Oui. En fait, notre rêve à nous, ça serait de faire The Ocean Race en double et un Vendée Globe pour l'un de nous deux sur la suite. Et pour ça, on a longtemps discuté avec Boris Herman pour racheter Malidia. Ah oui. Ça, c'était notre objectif. Malheureusement, la réalité économique fait Francesca que... Clapchiche, hein, je Voilà, crois. exactement. La réalité économique fait qu'on n'a pas réussi à racheter ce bateau-là, mais il y en a d'autres sur le marché. Et vous n'abandonnez pas Ça veut l'idée. dire que vous jetez plus qu'un œil. Oui, bien sûr. En fait, ce qui est super important, c'est d'être dans le présent, mais de construire l'avenir. Donc, je pense que là-dessus, c'est là où en fait notre couple fonctionne vraiment bien. C'est qu'on se tire vers le haut et on a toujours des projets pour l'avenir. On est toujours en train de se dire, tiens, ça te dirait pas de faire ce record, ça te dirait pas de faire cette course. Et on discute et on dit, ah non, ça c'est pas une bonne idée, ça c'est une super idée. Et puis, on se construit comme ça. Et je pense que c'est notre grande force aussi de s'être trouvés tous les deux. En duo. Voilà. Et Caroline, tu en rêves aussi de ce Vendée Globe. Hein. On parlait tout à l'heure de Sam Davis qui a baptisé le bateau. Ça a été toujours un modèle. Elle t'a beaucoup inspiré aussi, je crois.
Oui, beaucoup, mais c'est une femme incroyable, je trouve. Et puis, il y a un côté où je m'associe un petit peu à elle et j'aimerais bien être comme elle dans quelques années parce elle a aussi plusieurs nationalités, elle est polyglotte, elle a navigué depuis toujours, elle est hyper inspirante, elle est ingénieure, donc c'est quelqu'un qui fait rêver, forcément. Et alors, est-ce que tu reviendrais sur une mini transat, par exemple, si un projet de Vendée Globe ne se concrétise pas tout de suite? Est-ce que tu aimerais retourner sur cette course? C'est sûr que sur ce bateau, je ne suis pas allée au bout des choses et je dirais jamais non pour continuer à naviguer dessus parce qu'il est juste magique. Et je pense qu'il est beaucoup plus intéressant que d'autres étapes qui peuvent être intermédiaires pour moi entre le Mini et l'IMOCA. Donc c'est clair que si on ne concrétise pas avec un partenaire pour partir sur le Vendée, j'aimerais bien faire une mini là-dessus. Alors, tu avais aussi l'opportunité de naviguer en classe 40 cette année, puisque tu étais sélectionné pour le projet Cap pour elle avec une navigatrice espagnole. Mais un bel événement t'a contraint à déclarer forfait, parce que je crois que vous allez être parents, c'est à l'automne prochain. Alors, est-ce que vous l'avez calculé ou pas du tout? Vous n'êtes pas très bon dans les calculs, hein. J'ai l'impression que c'était pas... Alors, en réalité... L'idée, c'était justement d'essayer cette année. C'est pour ça qu'on s'est mariés en septembre. Hein. Et aussi, c'est pour ça que Benoît reprend la barre cette année. C'était vraiment un de nos projets à long terme. Mais bon, on sait que les choses ne sont jamais faites forcément comme on veut. Donc, en attendant S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas calculer, c'est ça, pas tout le temps. Exactement. Donc, en attendant l'heureux événement, je me suis dit que j'allais continuer à naviguer et continuer à essayer de trouver des opportunités. Parce que je peux pas, en tant que femme, on ne peut pas arrêter de vivre le temps que quelque chose arrive. Donc, je pense que c'est important de continuer à se développer et à progresser en attendant. Alors, il y a une chose qui est manifeste, ce ne sont pas les hommes qui vont porter les enfants et qui vont accoucher, mais il n'empêche qu'on voit que c'est un vrai frein dans la carrière d'une femme, beaucoup plus que pour celle d'un homme. Preuve en est, Benoît va pouvoir faire une transat et tu dois renoncer, même si c'est un choix hein, et que c'est un joli choix. Mais voilà, c'est important quand même que la société prenne conscience aussi de l'impact qu'a la maternité pour la carrière des femmes, et on le voit en course au large, hein, c'est un sujet important. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est que pendant quelques mois, on peut continuer aussi longtemps qu'on veut, parce que la preuve, c'est que j'ai fait la Place Timo-Lorient Mini. Oui. Mais il y a un moment où il faut s'arrêter, malheureusement. Et puis, c'est comme ça. Donc, faut faire avec. Mais je pense que c'est juste bien d'en avoir conscience pour tout le monde. Et après, c'est un choix et j'en suis très, très heureuse. Ça, c'est sûr. Je ferai une transat la prochaine fois. Il y en aura plein d'autres. Voilà, c'est comme Clarisse qui avait patienté, qui a donné naissance à une petite fille et puis qui est revenue au Vendée Globe ensuite, Benoît. Ouais, mais tout à fait. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on a construit ce duo. C'est aussi pour permettre ce genre de choses. C'est que, en fait, quand on est tout seul responsable d'un projet, d'un bateau, tout repose sur nous. Alors que là, on est deux. Et s'il y en a un qui se fait mal ou qui est enceinte, l'autre peut monter à la place de l'autre. Et donc, ça donne une certaine pérennité et sérénité aussi au projet et aux financeurs. Et Caroline pourra effectivement faire des courses quand tu seras à terre par la suite. Donc, c'est chouette de pouvoir faire ça en couple et en binôme. Si on parle de programme, il y a la mini en mai qui se profile. Benoît, tu seras à la barre dès lundi. Hein. Oui, tout à fait. Donc, j'ai convoyé le bateau hier et lundi 11h, top départ de la prochaine course en solo. Puis après, il y a le trophée MAP. Marie-Agnès Perron, à Douarnenez. Marie-Agnès Perron, Mini Fastnet, Transgascogne. Le Mini Fastnet qui est en double. Tout à fait. Voilà. Et avec l'espoir peut-être de faire Caroline, ça, on verra. C'est un petit point d'interrogation. Exactement, c'est encore en cours de discussion. Quelques mots de la Transat Paprec. Vous avez dû suivre ce scénario complètement dingue sur la fin de la course. Un scénario qui va rester dans les annales de cette épreuve. Après 18 jours de régate intense sur l'Atlantique, on a assisté à un regroupement à l'approche de la Perle des Antilles et plusieurs bateaux étaient en passe de l'emporter. Et c'est le duo de skipper massif qui a eu, Gilbert, le dernier mot. Oui, déjà victorieuse il y a 2 ans avec Loïs Béréard, Charlotte Yvain, que nous avions reçu sur ce plateau avant le départ, s'est à nouveau imposée avec la complicité du Malouin Hugo Dallène. Ils ont vraiment finement navigué sur la fin. Alors, la navigatrice de la baie de Morlaix est donc la première navigatrice à signer 2 victoires d'affilée sur cette transat. Il y a un autre marin qui a réussi à se doubler et il s'appelle Armel Lecléache en 2004 puis en 2010. Et lui aussi est un marin originaire de la baie de Morlaix. Un vrai vivier de talent, quoi. Ouais, j'imagine que vous avez suivi cette course en passionné. On regarde toujours ce que font aussi les petits copains dans les autres classes. Ah bien sûr, et d'ailleurs on s'est posé la question de savoir si Caro allait pas faire cette transat à un moment donné. Donc, qui est devenu mixte. Hein, qui est devenu mixte et Caro s'est entraînée en Figaro cet hiver, du coup pour apprendre autre chose que le mini et le vol. Donc ça fait partie du processus de progression qu'on a mis en place tous les deux.
On va juste donner le podium peut-être, Oui. Virginie. Alors Romain Bouillard et la Russe Irena Gracheva ont décroché la 2e place à 43 minutes des vainqueurs. Et puis malgré un speed déchiré, enfin Cindy Brun, c'est native de Saint-Barth. Elle était associée à Thomas André, a réussi à accrocher le podium. Et vous imaginez l'accueil à Saint-Barth. Ça a dû être bien sympathique. L'émission touche à sa fin. Donc le programme, la Benoît sur l'eau et puis tout ce qui a à gérer à terre aussi, qui est conséquent. Caroline, là, sur cette course, la Mini en mai, qui arrive et qui commence lundi. Merci, c'était un vrai bonheur de vous recevoir sur ce plateau. On était hyper contents. On va évidemment vous suivre avec beaucoup d'attention. On vous souhaite plein de très belles choses à la fois pour cette saison sportive avec l'objectif du doublé sur la Mini Transat. On te souhaite de l'emporter, Benoît, et puis surtout plein de belles choses pour ce petit bébé à naître. Voilà, on sera content aussi de voir sa tête. On imagine qu'il va baigner dans l'amour, le bonheur, il va être dynamique. Enfin voilà, on ne fait pas de soucis pour lui. Il va avoir de beaux embruns. En parlant d'embruns, tu le disais, vous baignez dans un univers où il y a des IMOCA partout. Et bien voilà, le soleil est de retour, profitez-en pour aller à Lorient, traîner sur les pontons, voir les marins, voir les bateaux. C'est un vrai plaisir. Ils sont toujours là, toujours disponibles pour faire un petit coucou, signer quelques autographes. Donc n'hésitez pas à sortir parce que je crois que le soleil va rester un petit peu sur Lorient ces jours-ci. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle soirée. Bye bye. Bye bye. Merci.